Bienvenue! Aujourd'hui, on part pour une séance d'archéologie financière. Oui, oui, on va creuser un peu pour explorer deux phénomènes spéculatifs complètement fous, séparés par presque 400 ans. D'un côté, on a des fleurs, et de l'autre, des fichiers numériques. Ça paraît n'avoir aucun rapport, et pourtant, vous allez voir, le voyage est assez fascinant. Alors, on entre direct dans le vif du sujet. Regardez bien cette comparaison, elle pose les bases de toute notre énigme. En 1637, un simple bulbe de tulipe, une variété rare, pouvait s'échanger contre une belle maison sur les canaux d'Amsterdam. Avance rapide jusqu'en 2021, et là, un fichier JPEG, une image de singe, se vend pour des millions. La question est simple, comment c'est possible? Comment ces deux objets si différents ont-ils pu atteindre des prix aussi délirants? Et voilà la question centrale de cette analyse. Est-ce qu'on assiste juste à une répétition de l'histoire? Une simple preuve que la psychologie humaine, au fond, ne change jamais? Ou alors, est-ce que derrière ces bulles se cache un mécanisme beaucoup plus profond? Quelque chose qui nous en dit long sur la nature même de l'innovation et du capitalisme. Bon, pour commencer, on va se pencher sur les parallèles. Et vous allez voir dans cette première partie à quel point les similitudes entre ces deux événements sont troublantes. C'est presque comme si l'histoire ne faisait que bégayer. Ce qui est dingue avec cette histoire, c'est la vitesse à laquelle tout s'est passé. Il faut s'imaginer, les Pays-Bas de l'âge d'or, c'était un peu la Silicon Valley de l'époque. C'était riche, innovant. La tulipe, c'était le nouvel objet exotique à la mode. Mais attention, le point crucial est là. Les gens ne spéculaient pas sur la fleur elle-même, mais sur des promesses de fleurs, sur des contrats à terme, un pur produit financier. Et puis, plus rien. En février 1637, du jour au lendemain, plus un seul acheteur. Le crash a été total, instantané. Allez, on fait un bond de presque 400 ans. Le décor a changé, bien sûr, mais le climat économique, lui, est étrangement similaire. On a de l'argent quasi gratuit qui inonde le système financier et une toute nouvelle classe d'actifs, les crypto-monnaies, qui captent toute l'attention. C'était en fait le terreau parfait pour qu'une nouvelle bulle se forme. Ce tableau résume parfaitement le parallèle. D'un côté comme de l'autre, l'actif est rare, il est nouveau et il est surtout symbolique. Le mécanisme de la pure spéculation. Et la psychologie, eh bien c'est la même, la peur de rater le train, le fameux FOMO, Fear of Missing Out. Au final, l'objet en lui-même, que ce soit une tulipe ou un JPEG, importe peu. Ce qui compte, c'est la croyance collective que sa valeur va exploser. Et la fin est identique, la liquidité disparaît et tout s'écroule. Alors là, on pourrait s'arrêter et se dire « Ok, l'histoire se répète, fin de la discussion ». Mais ce serait passé à côté de l'essentiel. C'est maintenant que notre analyse devient vraiment, vraiment intéressante. Oui, le crash, lui, a été une copie conforme. La même panique, les mêmes pertes massives, la même liquidité qui s'évapore en un clin d'œil. Et c'est là que tout bascule. Parce que si la chute est la même, l'atterrissage, lui, est radicalement différent. Et c'est cette divergence qui fait toute la différence entre une simple folie spéculative et un événement historique beaucoup plus important. Voilà le point de rupture. Après la crise des tulipes, il ne restait rien. Vraiment rien. Des bulbes qui ne valaient plus rien, des contrats bons pour la poubelle, le phénomène s'est évaporé. Mais après la bulle des NFT, l'essentiel, lui, est toujours là. La technologie sous-jacente n'a pas disparu, la blockchain, les contrats intelligents et surtout ce concept de tokenisation. C'est-à-dire la capacité de créer un titre de propriété numérique qui soit unique, vérifiable et infalsifiable. Cette infrastructure, elle, a survécu à la chute du prix des JPEG de singes. Cette citation illustre ça à la perfection. La bulle Internet a éclaté, certes. La spéculation s'est portée sur des entreprises web qui n'avaient aucun modèle économique viable. Mais au passage, cette folie a financé des millions de kilomètres de fibres optiques. La bulle a éclaté, mais l'infrastructure, l'autoroute de l'information, elle, est restée. C'est exactement le même schéma ici. Et ça nous amène à voir les choses d'une toute autre manière. Et si la bulle n'était pas une erreur, une anomalie du système? Et si, au contraire, c'était une étape quasi nécessaire, un rouage essentiel pour déployer une technologie qui change la donne? C'est la thèse passionnante de l'économiste Carlota Pérez. Pour elle, les grandes révolutions technologiques, ça ne s'installe jamais en douceur. Elles ont besoin d'un choc, d'une sorte de Big Bang financier qui force le capital à se détourner de l'ancien monde pour parier massivement sur le nouveau. Et ce choc, eh bien, c'est très souvent une bulle spéculative. Son modèle est simple et se déroule en 4 phases. D'abord, l'installation. Une nouvelle technologie débarque et bouscule tout. Ensuite, la frénésie. Le capital se jette dessus, attiré par des promesses de gains fous, et ça gonfle la bulle. Après, inévitablement, le crash. C'est le grand nettoyage. Et enfin, le déploiement. Une fois que le calme est revenu, la société peut enfin construire quelque chose de solide sur les fondations qui ont survécu à l'incendie. Le point fondamental, il est là.
La bulle, avec toute sa folie, c'est en fait un mécanisme de financement. Un mécanisme un peu brutal, c'est vrai, mais d'une efficacité redoutable. Elle injecte des milliards dans l'infrastructure de demain, un pari que les industries bien installées, souvent trop prudentes, ne feraient jamais d'elles-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on retient de toute cette histoire? Comment on peut utiliser ce modèle pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui et peut-être même anticiper ce qui vient? On peut en tirer trois grandes lois, un peu comme une boussole. Première loi, à chaque nouvelle grande technologie, attendez-vous à une bulle. C'est quasi systématique. Deuxième loi, le crash n'est pas la fin, c'est un filtre. Il sépare le bon grain de l'ivraie. Et troisième loi, peut-être la plus importante, le meilleur moment pour construire, pour investir, ce n'est pas au pic de l'euphorie, mais c'est dans le calme qui suit l'effondrement. Et cette citation, elle résume tout. Le grand défi, pendant une bulle, c'est que tous les repères sont brouillés. Le prix d'un objet se déconnecte complètement de sa valeur réelle. La spéculation à court terme prend le pas sur la vision à long terme. Et tout le vacarme ambiant rend presque impossible de distinguer le vrai signal technologique du simple bruit du marché. On boucle la boucle. Les tulipes, c'était du bruit. Les JP jeux de singes à des millions de dollars, c'était aussi du bruit. C'était l'appât pour attirer les spéculateurs. Mais la tokenisation, cette nouvelle manière de gérer la propriété à l'ère du numérique, ça, c'est le signal. Et ce signal, lui, il est toujours là et il est puissant. Je termine donc avec cette question, une question ouverte. Maintenant que la frénésie est passée, que le bruit s'est calmé, il est temps de regarder attentivement ce qui reste. Qu'est-ce qui va être construit de vraiment durable sur cette infrastructure qui a survécu au crash? Le plus intéressant, en fait, ne fait que commencer.